Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo de témoignage Résalliance. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Afida. Salut Afida. Bonjour. Afida, je te mets un peu de pression parce que tu es notre premier témoignage Résalliance. Hein. Ouais. Ça va? Tout va bien se passer? Franchement, nickel. Oui, ça va être cool. Donc, ce que je vous propose, c'est que Afida, tu te présentes à nous. Hein. Alors, je m'appelle Afida, donc je suis titulaire d'un master en biothérapie tissulaire, cellulaire et génique et je suis actuellement à la recherche d'un doctorat dans le domaine de la recherche en cancérologie. Bon, l'objectif, il est clair. Hein. Tu cherches un doctorat en cancérologie. Voilà. Alors, d'abord, raconte-nous un petit peu comment est née ta passion pour la recherche, pour la science. Hein. Alors, c'était en licence de biologie cellulaire pendant un cours de deuxième année, donc avec le professeur Bassaglia, qui nous expliquait en fait tout le schéma de dysfonctionnement dans le cadre de la maladie, donc c'est la dermatose bulleuse. Et en fait, il nous expliquait tout le processus, donc en partant d'une anomalie génétique et quel impact ça avait sur la cellule en fait. Et du coup, ça a été pour moi un coup de foudre et intellectuel. Ouais. Ça se sent, je vois les étincelles dans tes yeux. Franchement, ça a été vraiment un coup de foudre intellectuel. Et du coup, en fait, quand je suis ressortie du cours, j'ai été pleine de gratitude d'avoir raté médecine. Parce que en fait, j'ai vraiment découvert ce que je voulais faire à ce moment-là. C'est ça. Donc, tu fais partie de ceux qui ont tenté médecine avant d'aller ensuite en biologie. Donc, exactement. Et au final, tu as découvert la bio et tu t'es... Ouais, et naturellement, en fait, après ça, je me suis tournée vers la cancérologie. C'était vraiment une passion. Alors justement, tu t'es tournée vers la cancéro, tu étais en L2, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Donc après, dans le cadre de ma licence, j'ai fait mon premier stage à l'Institut Gustave Roussy, donc dans l'équipe du professeur Fabrice André, qui est un peu le Elon Musk du cancer du sein. Donc vraiment, il est à échelle internationale, il est très connu. Super. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Et c'est après qu'on voit. Et en fait, c'est quelqu'un qui a une rigueur de travail. C'est quelqu'un de très. C'est du tac au tac avec lui, tu vois. Il n'a pas le temps, il est trop rapide. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, il m'a proposé donc de prolonger mon stage de licence. Et j'ai accepté, tu vois, parce que c'est vraiment quelque chose ça a confirmé en fait vraiment ce que je voulais faire. Ouais. Et j'étais à l'aise, tu vois. Je me sentais que c'était ça que je voulais faire. J'étais à ma place. Ouais. Et donc, j'ai accepté de prolonger mon stage. Donc ensuite, j'ai fait mon second stage donc, de Master 1 à l'hôpital de Créteil, sous la tutelle du professeur Dominique Boris. Donc là, j'ai découvert un peu tout ce qui est oncohématologie, donc plus dans le cadre de la recherche toujours clinique. Toujours dans la toujours. Différentes spécialités. Ouais, différents aspects en tout cas. Et donc là, c'était plus dans le cadre de l'accréditation, recherche clinique, etc. Et ensuite, j'ai fait mon dernier stage donc, à l'hôpital Georges Pompidou, donc au parc, dans l'équipe de Éric Tartour, pareil, qui est connu. Ouais. Master 2. Hein. C'était l'étude de la vascularisation tumorale dans le cancer du rein. Donc, tu sais que ça va impacter les personnes qui sont atteintes dans le cancer du rein. Tu sais que tes résultats ne servent pas à rien, en fait. Absolument. C'est ça qui est satisfaisant, en tout cas. Ouais. Génial. Et donc après... Donc ce stage, forcément, c'est un stage de 6 mois. Donc il est plus long. Donc on apprend plus de choses, on se sent plus enfin, je me sentais vraiment... Là, c'est vraiment le stage où j'ai le plus pu m'épanouir parce qu'il était plus long. Et donc, du coup, j'étais en totale autonomie. Je menais mes recherches, toujours encadrées, tu vois. Mais j'étais vraiment un peu en libre flow, tu vois. Donc, je m'organisais toute seule, je travaillais de mon côté. Je savais qu'il fallait que je fasse des comptes rendus donc, une semaine sur 2. Donc voilà, après là vraiment je me sentais, tu vois, le fait de manipuler, de mettre en forme mes résultats, etc. Dans ton élément. Génial. Mais là, ce que j'ai envie de te dire, c'est OK en Master 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'as pas continué en thèse? Ça a l'air tellement évident. Ouais, ça a l'air tellement évident. Alors, on m'a proposé en fait de poursuivre un doctorat. Donc, toujours, tu vois, quand ils voient que je suis impliquée, enfin, quand mon équipe voit que je suis quelqu'un d'impliqué, enfin, la passion, au bout d'un moment, ça se voit en fait. Tu le sens très vite chez quelqu'un si la personne, elle s'ennuie ou si la personne, elle se sent vraiment impliquée par le projet. Donc, ils avaient envie de te garder. Exactement. Donc, moi, on m'a proposé de prolonger mon stage, sauf qu'au préalable, j'avais un ami à moi qui était en train de monter qui était chef d'équipe et qui était en train de monter son équipe, qui m'a proposé un poste de recherche, d'ingénieur de recherche dans le domaine de l'oncologie. Donc j'ai réfléchi un peu au début et puis après j'ai fini par accepter. Donc moi en fait les choses elles étaient claires, j'allais partir en Suisse et voilà tu vois.
Il s'avère que quelques mois après, et ben, la boîte a fait faillite. Donc en fait, je me suis retrouvée sans stage et sans doctorat. Plus rien. Plus rien. Du jour au lendemain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, tu as été... Et ben, j'ai relevé mes manches et j'ai postulé, comme tout le monde. Et puis là a commencé un travail de dur labeur. Donc j'ai envoyé des candidatures un peu partout, dans tous les centres de recherche dans le domaine de la cancérologie, donc en Ile-de-France. J'ai ma boîte mail. Elle est saturée maintenant. Et saturée, ouais. Mais en termes de candidature, quand tu tapes candidature, ça te met un sur un très grand nombre. D'accord. Alors tu faisais les deux, Afida, tu faisais candidature spontanée, tu répondais aussi à des appels. Exactement. Je me suis inscrite donc sur le site d'ABG, à la Gazette du laboratoire, donc voilà, j'ai un peu tout fait. Et il s'avère qu'en fait, je suis tombée enceinte de ma fille. Bah, toutes mes félicitations. Merci, c'est gentil. Donc là, tu as une petite fille, c'est ça? Alors, j'ai eu 2 grossesses consécutives, donc une fille et un garçon. Okay. Ouais, voilà. Une jeune maman. Exactement. Comment tu as vécu tes grossesses à ce moment-là où tu te cherchais, où tu avais envie de trouver une thèse, où tu étais... Bah écoute, c'est juste en fait une nouvelle étape de la vie à accueillir, donc c'est pas synonyme de renoncement à mes projets, c'est juste synonyme de parenthèse en fait. Dans la vie professionnelle. Plus qu'une parenthèse, Afida. Oui, ouais, parce qu'on a tendance à dire que, enfin, la société a tendance à vouloir nous faire croire que tout ce qui est parentalité, maternité, etc. est en contradiction avec le monde du travail, alors qu'absolument pas. Moi, je sais que ma maternité et mon rôle de parent, ça m'a été en tant que chercheur, donc ça m'a permis de développer ma patience. Ça m'a permis de développer mes tâches organisationnelles. Donc voilà, en fait, on en ressort enrichi et grandi, en fait. Et il n'y a aucune incompatibilité, en tout cas, entre le fait d'être parent et le fait d'être chercheur, pour moi, au contraire. Ça t'a apporté des compétences, ça t'a permis de mûrir et ça Exactement. a un vrai développement personnel. Exactement. Tu en ressors encore plus déterminé finalement de ta recherche de thèse. Exactement. Tu as continué. J'ai continué à chercher, ouais. J'ai continué à chercher. J'ai attendu qu'une opportunité se présente et cette opportunité ne s'est malheureusement toujours pas présentée. Pas encore, ouais. C'est peut-être pas le bon moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu en as fait plein des demandes. Oui. D'accord. À chaque fois, c'est quoi les retours que tu as? Alors, pas de première expérience professionnelle, bien évidemment. On ne peut pas avoir de première expérience professionnelle si, en fait, derrière, on ne peut pas... si on ne nous donne pas notre chance. C'était faute de financement. Toujours ce problème-là. Également aussi faute de place, donc on n'a pas de place disponible, etc. C'était toujours le même refrain qui revenait tout le temps. En fait. Oui, toujours. Ouais. C'est toujours la même chose en fait. C'est les 3 principales causes. D'avoir essayé, parce qu'en fait, c'est quelqu'un quand même qui... Ah oui, je suis très motivée. T'es motivée, t'as même du culot, tu vas te retrouver. Dis-moi la chose la plus dingue que t'as fait quand même pour atteindre ton objectif. Alors en fait, c'était... donc il y avait une proposition de PhD aux Pays-Bas. Et donc j'ai postulé par la voie normale et j'étais en train de réfléchir, je me suis dit non, il faut qu'il voit que je suis déterminée. Alors petite parenthèse, Pays-Bas, notre Afida elle est polyglotte, hein. Ouais. C'est ça Afida, tu parles combien de langues? J'en parle 3 couramment et 2 avec des notions. Vas-y, cite-nous le français. Alors je parle français, I do speak English, ik praat ook Nederlands, un poquito espagnol et un petit peu d'arabe. Merveilleux, très bien. Parenthèse fermée, Afida, tu nous racontes, t'es allée aux Pays-Bas. Ouais, donc je me dis non, il faut qu'il voit que voilà, je suis déterminée, je suis plus déterminée que les autres et tout. Donc je me loue ma petite voiture, je me tape mes 5 heures de route. 5 heures de route. Et en fait, j'arrive donc aux Pays-Bas, donc il est samedi soir. Je me dis comment je vais faire pour glisser mon CV. Donc je vais au labo le dimanche. C'est connu, les labos sont ouverts le dimanche. Ah ben oui, les chercheurs, on travaille les week-ends, le soir, donc il n'y a pas de souci. Et en fait, oui, c'est ce que j'espère au fond. J'espère parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les laboratoires sont fermés le week-end, mais il y a des gens qui manipent en permanence, qui ont besoin de maniper, même le dimanche. Bien sûr. Donc, ça n'a pas loupé. J'arrive, je sonne à l'interphone, oui, j'aimerais juste déposer mon CV pour tel professeur. On me dit non, mais vous pouvez pas rentrer, c'est pas comme ça, faut revenir demain. Je dis ouais, mais demain en fait il faut que je rentre chez moi. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a une master 2 qui rentre et je me faufile donc derrière elle et je commence à taper, donc à rentrer dans l'escalier, et je cherche le nom des professeurs sur les... T'avais déjà repéré du coup Non, j'avais pas repéré, mais je regardais en fait, il y a le nom des professeurs au niveau des bureaux. Très bien. Et
pile au moment où j'arrive au 3e étage. Donc je suis devant le bureau, je retrouve le nom et j'ai à peine le temps de glisser qu'il me rattrape en fait. Wow, donc, mais voilà, je me dis, au moins il a mon CV. Donc après il me dit, et après il me dit non mais c'est pas comme ça que ça se passe, vous n'êtes pas en France ici, vous pouvez pas faire ça. Ils sont un peu choqués, tu vois, leur mentalité par le culot, c'est pas pareil. C'est juste dingue ce que tu as fait. Tout le monde ne le fait pas, hein. Ça montre vraiment qu'Afida c'est quelqu'un vraiment de déterminé. Moi j'adore. Et donc Afida, tes objectifs, si tu pouvais les résumer en... Alors, mon premier objectif, donc bien évidemment, c'est d'impacter le monde de la recherche en cancérologie. Ensuite, ce serait vraiment d'avoir ce travail d'éveiller les consciences en fait. On a un problème en France, on n'accorde pas d'importance au mental health, à nos habitudes alimentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cancer, c'est la 2e cause de mortalité au monde et 30 à 50% des cancers pourraient être évités. Et en France aussi. Hein. Et en fait, on se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on a toujours autant de cancers en France en fait? C'est pas donc les raisons principales en fait, il y a le tabagisme, l'obésité, les habitudes alimentaires, le manque de sport. Donc pourquoi en France on n'applique pas ça en fait? Donc au bout d'un moment, il faut se poser des questions sur pourquoi est-ce que nous Français, on va vouloir chercher une cause extérieure qui vont nous être nocifs au final. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cet amour pour soi et de se dire que c'est peut-être un sacrifice que je fais, mais c'est dans mon intérêt à moi. Pourquoi? Et quand on en vient à ce pourquoi, on n'a pas. Enfin, moi j'ai quelques hypothèses, mais à l'heure actuelle, je sais pas, on n'est pas préparé. Enfin, on a beaucoup de questionnements comme ça où on se dit, on est dans une société où j'ai l'impression qu'on attend beaucoup de nous et que finalement on reçoit peu en fait. On n'est pas dans ce travail de développement justement personnel. On en revient à ce que je disais. C'est quelque chose de très important et que ce soit dans la cancérologie ou dans d'autres types de maladies en fait. Le mental health est quelque chose qui est très très important. Pourquoi on n'accorde pas d'importance à nos habitudes alimentaires? Pourquoi? On sent bien, Afida, que tu as envie d'éveiller les consciences. Ouais, exactement. Ça fait partie de tes objectifs. Ça fait partie de mes objectifs. Et le 3e objectif, ce serait au fait de trouver une solution pour tout ce qui est financement, au final, d'alerter un peu le gouvernement sur les financements. Hier, j'ai participé donc, au webinaire sur les phases précoces en cancérologie. Comment rendre la France plus attractive dans le domaine de la cancérologie. Un des intervenants, dont je ne citerai pas le nom, mais qui dit oui, il faudrait attirer et garder nos talents français en France. Bien évidemment, en fait. Donc en fait, on est tous d'accord là-dessus. Mais quand en fait, cette semaine, je contacte donc les écoles doctorales et qu'on me dit que je ne suis pas la seule à être dans cette détresse-là. Quand je contacte des fondations qui disent « Ah ben non, on ne finance plus les bourses de thèse, on finance par projet ». Quand j'entends dans les laboratoires, même moi à mon époque, il n'y a pas de financement, on a des restrictions en termes de financement pour tel et tel truc, et que oui, les appels d'offres se comptent sur les doigts de la main, je caricaturise un peu, mais voilà, donc au bout d'un moment, oui, il faut garder nos talents en France, mais ça implique un parti pris en fait, qui est de débloquer des financements, de débloquer des places. Donc vous voulez rendre la France plus attractive dans le monde, dans le domaine de la cancérologie, et il faut en fait prendre des mesures qui sont en conséquence et qui vont avec, et qui commencent par investir dans la recherche fondamentale, dans la recherche translationnelle, pour aboutir à des résultats dans la recherche clinique, tout simplement. Moi, je pense que vous sentez dans son énergie, elle a envie de transformer la recherche, et ça c'est clair, l'argent c'est le nerf de la guerre dans cette histoire-là. Donc, donner des financements, on a des talents qui n'attendent que ça, on leur donne une opportunité de faire ses preuves tout simplement. Tellement envie moi, franchement, j'aurais un labo, je serais recrutée direct. C'est gentil. Je te promets, mais j'ai pas de labo. Bref, il faut que j'en fasse un, qui sait. Un jour. Afida, sérieusement, si tu devais les reculer en arrière, qu'est-ce que tu changerais dans ton parcours? Qu'est-ce que tu aurais fait de différent? Absolument rien. J'assume tout, j'assume mon parcours, mes échecs, j'assume ma maternité, j'assume mon rôle de parent, j'assume ce travail que j'ai dû faire quand on est face à un échec et qu'on ne s'apprend pas finalement, tu vois, qui est de cette introspection, qui est d'apprendre à mieux se connaître soi, parce que quand on apprend à se connaître soi, on sait ce qu'on peut donner aux autres, en fait, au final. Donc, je ne changerai absolument rien. Je sais que tous mes échecs, toutes les portes qui se sont fermées devant moi, ça a fait de moi la personne que je suis et un meilleur chercheur.
Et Afida dit, moi j'ai envie de l'entendre et tout le monde a envie de l'entendre. Tu vas continuer à te battre pour la trouver cette thèse. Je suis déterminée. Et dis-moi juste, est-ce que tu cherches une thèse en France ou partout dans le monde? C'est important hein, pour une femme qui nous écoute. Actuellement, ma situation personnelle fait que pour l'instant, je peux que la faire en France. Alors en France partout, tu es limitée par une région? Alors, idéalement en Île-de-France et après dans la région toulousaine. Ok, Île-de-France, on a le Nord, on a le Sud. Ok, ben écoutez, hein, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, il y a des recruteurs qui ont envie de dire à un recruteur qui t'écoute là potentiellement. I'm available. Elle est disponible, appelez-la, elle va vous envoyer son CV, contactez-la sur LinkedIn. Non mais t'es free quoi, t'es prête là à travailler demain si on te propose une opportunité. Demain on me propose une opportunité, je suis là le lendemain. Blues, pipette, déjà prête à faire les manipes. Moi ouais. je t'adore Afida, j'espère que vous aussi vous la kiffez grave. Mais pour terminer Afida, juste pour conclure, qu'est-ce que tu as envie de dire à tous les étudiants, enfin même qui se retrouvent hein, dans ta situation, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ne lâchez rien, franchement ne laissez personne dicter vos limites et vous faire croire que vous n'êtes pas capable. C'est quelque chose qui n'est pas à prendre en considération. Quand vous allez avancer dans la vie, vous allez avancer seul la plupart du temps. Et vous aurez de l'aide peut-être extérieure, mais laissez personne vous dicter en fait où vous voulez aller. Tout est faisable dans la vie. Ne vous fixez pas de limites. C'est pas parce qu'il n'y a pas de financement que vous n'allez pas y arriver. C'est pas parce qu'il n'y a pas de place là que vous allez y arriver. C'est pas parce que là on vous accepte pas comme vous êtes avec votre expérience, avec votre bagage que vous n'allez pas y arriver. Au contraire, même dans les moments les plus sombres, il faut vous dire je vais y arriver. Et moi je sais aujourd'hui je suis dans des moments sombres, mais je me dis je vais y arriver. Ça va finir par prendre. Tôt ou tard ça prendra. Mais en tout cas, ce que j'aimerais dire c'est que les personnes qui feront confiance à Afida, eh bien, ils ne regretteront pas. Je pense qu'aujourd'hui, cette vidéo, elle a permis aussi de donner un peu plus de lumière sur toi, tes envies, sur ta personne, qui tu es, sur ta détermination. Enfin, on voit les fameux soft skills fleurir et ressortir de ta personnalité. Moi, je t'adore, Afida, et j'espère que vous la kiffez aussi. Merci, c'est gentil. N'hésitez pas à la contacter. On va vous faire passer le CV. N'hésitez pas, vraiment, une perle. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Merci, c'est gentil. Afida, t'es une vraie perle. Et nous, le réseau Résilience, on va continuer à te suivre. Et j'espère vraiment te réinviter un jour que tu me diras, ben voilà, j'y suis arrivée. Ah, merci. Ben comment, voilà ce qui s'est passé. Moi Comme aussi. on dit, il faut rencontrer les bonnes personnes au bon moment. C'est pas arrivé encore Afida, mais je suis persuadée qu'une porte, très vite, je l'espère, s'ouvrira à toi. Ok, merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir écouté ce témoignage en compagnie d'Afida. Et j'espère vous retrouver bientôt pour un autre témoignage, cette fois surprise. J'en dis rien, mystère, boule de gomme. Au revoir Afida. Au revoir. Merci encore beaucoup. Merci. Merci à tous, ciao.